Alors, imaginez un instant, une entreprise privée, mais tellement puissante qu'elle possède sa propre armée, qu'elle frappe sa propre monnaie et qu'elle contrôle des territoires immenses. Une société qui, pendant plus d'un siècle, a dominé la moitié du commerce mondial. Ce n'est pas un scénario de fiction, non, c'est la véritable histoire de la Compagnie britannique des Indes orientales. La question paraît complètement folle aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé. Comment une simple société de commerce a-t-elle pu prendre le contrôle de tout un sous-continent? C'est cette histoire incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Voilà comment les gens de l'époque en parlaient. Ce n'était plus juste une entreprise, c'était devenu une sorte d'État dans l'État, bien plus puissant que la plupart des gouvernements de l'époque, une machine tentaculaire qui allait dominer et même terroriser un continent pendant plus d'un siècle. Mais comment on en est arrivé là? Pour comprendre cette ascension complètement dingue, il faut revenir au tout début, à une époque où l'ambition de la compagnie était, on va dire, bien plus modeste. Tout commence en 1599 dans les rues de Londres. Quelques hommes d'affaires se réunissent. Leur but? Mettre la main sur les richesses fabuleuses des Indes orientales. Ils rêvent d'épices, de poivre, de cannelle, de clous de girofle, des produits qui valaient de l'or en Europe. En 1600, ils obtiennent le gros lot. La reine Élisabeth Ier leur accorde une charte royale, un monopole sur le commerce. Les débuts sont un peu difficiles. Et puis, en 1668, un événement clé. Le roi d'Angleterre leur cède l'île de Bombay. C'est leur premier vrai territoire. Et enfin, arrive l'année 1757. Et là, tout va basculer. La compagnie se concentre alors sur l'Inde. Elle y installe des comptoirs commerciaux. Mais attention, on ne parle pas de simples boutiques. Non, non, ce sont de véritables forteresses, comme à Calcutta, Madras ou Bombay. Ces villes deviennent le cœur de leur pouvoir grandissant. Et c'est là que l'histoire prend un virage à 180 degrés. Pour répondre à une attaque du Nabab du Bengale, un des chefs de la compagnie, Robert Clive, lève une armée. C'est la fameuse bataille de Plassey. D'un côté, à peine 1 millier de soldats. De l'autre, 50 000 hommes. Mais grâce à une trahison bien orchestrée dans le camp adverse, celle de Mir Jafar, la compagnie gagne. Pour la toute première fois, une boîte privée vient de battre un empire. Après 1757, le commerce, c'est bien, mais la compagnie voit plus grand. Elle ne se contente plus de vendre et d'acheter. Elle se met à conquérir. Alors, comment celle-ci est prise exactement? Eh bien, sa stratégie est aussi rusée que brutale. Il y a la force militaire, bien sûr, mais il y a surtout la manipulation. La compagnie excelle dans l'art de diviser pour mieux régner. Elle monte les royaumes indiens les uns contre les autres, elle finance un prince contre son rival, et une fois la guerre finie, elle soumet le vainqueur affaibli. Elle impose des alliances qui transforment peu à peu ses alliés en marionnettes. Et pour imposer sa loi, la compagnie se dote d'une armée privée. Au début du 19e siècle, elle compte 200 000 hommes. Pour vous donner une idée, c'était tout simplement la plus grande armée de toute l'Asie. Ce pouvoir militaire, il sert évidemment à un pillage économique en règle. Ce n'est même plus de la corruption, c'est un système. On a appelé ça le drain de la richesse, un siphonnage constant et organisé des ressources de l'Inde vers la Grande-Bretagne. Et l'impact, il est catastrophique. Regardez ces chiffres. Quand la compagnie commence sa conquête, l'Inde représente presque un quart de l'économie mondiale. À l'indépendance en 1947, il ne reste même pas 4%. L'Inde a été complètement vidée, gouvernée dans le seul et unique intérêt du Royaume-Uni. Mais derrière ces chiffres froids, il y a des vies brisées. Le règne de la compagnie a été une période de souffrance absolument terrible pour le peuple indien. Prenons l'exemple de 1770. Une sécheresse s'abat sur le Bengale. La réaction logique serait d'aider, n'est-ce pas? Eh bien non. La compagnie, elle, flaire la bonne affaire. Ses agents achètent tout le riz disponible pour le revendre à des prix exorbitants. Le résultat? 10 millions de morts, un tiers de la population qui meurt de faim, pendant que les profits de la compagnie, eux, s'envolent. Le système est clair. D'un côté, la richesse pour la Grande-Bretagne, on impose des taxes écrasantes, on sabote les industries locales comme le textile pour qu'elles ne fassent pas concurrence aux usines anglaises. Et de l'autre, la famine pour l'Inde. Des millions de personnes sont plongées dans la misère. La compagnie ira même jusqu'à forcer les paysans à cultiver du pavot pour produire de l'opium et l'exporter de force en Chine. Ce système a tenu pendant près de 100 ans. Mais à force de tirer sur la corde, elle finit toujours par casser. On est en 1857, la révolte gronde et elle va tout emporter sur son passage, y compris la Compagnie des Indes. Et pour comprendre ce qui va se passer, il faut qu'on parle des Sipais. Ce sont les soldats indiens qui forment l'immense majorité de l'armée de la compagnie. Ils sont, et c'est toute l'ironie de l'histoire, à la fois l'outil du pouvoir de l'entreprise et la cause de sa chute, car la colère monte dans leurs rangs. L'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, elle arrive en 1857. L'armée introduit de nouvelles cartouches de fusil.
Très vite, une rumeur se propage. Elle serait enduite de graisse de vache, un animal sacré pour les hindous, et de porc, impur pour les musulmans. Le problème, c'est que pour charger leurs fusils, les soldats devaient déchirer la cartouche, avec leurs dents. C'est une offense religieuse insupportable. Le 29 mars 1857, un sipaï, Mangal Pandey, se rebelle. Il est exécuté, mais son geste devient le symbole qui va embraser toute l'Inde. Le soulèvement se propage comme une traînée de poudre dans tout le nord de l'Inde. Mais la réponse de la compagnie et des forces britanniques est d'une violence inouïe, disproportionnée. La répression tourne au véritable bain de sang. Les rebelles sont torturés et des civils sont massacrés par milliers sans aucune distinction. Au final, la révolte est matée dans le sang. Mais à Londres, c'est la panique. Le gouvernement britannique réalise que la situation est devenue incontrôlable, que le règne d'une entreprise privée est devenu beaucoup trop dangereux. En 1858, le Parlement siffle la fin de la partie. La Compagnie des Indes orientales est dissoute. Ce n'est pas la fin de la domination, non, mais c'est le début d'une nouvelle ère, celle du Raj britannique. L'histoire de la Compagnie des Indes, c'est donc l'histoire folle d'une entreprise qui a littéralement effacé la frontière entre le commerce et la souveraineté. Une leçon du passé qui nous laisse avec une question toujours brûlante d'actualité, jusqu'où le pouvoir d'une entreprise peut-il vraiment s'étendre ?